Voici la deuxième capsule qui porte sur la partie 4. On est en train de parler de la structure de nos membranes et là, on va s'attaquer à comment on transporte les substances à travers la membrane de nos cellules. Et on s'était laissé avec la question pourquoi les molécules d'eau, elles ne peuvent pas traverser facilement la membrane cellulaire? Bien parce que c'est une double couche de gras, de phosphoglycérolipides, donc des molécules hydrophobes qui n'aiment pas les molécules d'eau. C'est certain que même si elles sont très petites, les molécules d'eau vont avoir de la difficulté à passer librement à travers donc, la membrane de nos cellules. C'est le sujet de cette capsule. On débute le transport à travers la membrane. Alors, comment vont se faire les échanges entre le liquide intracellulaire, le liquide extracellulaire, même avec le sang? Alors, comment vont se produire tous ces échanges-là? Première chose, les molécules hydrophobes. Alors, les molécules hydrophobes sont à peu près, sont semblables dans le fond au PGL qui constitue la paroi de nos membranes plasmiques, ce qui veut dire que ces molécules-là, elles peuvent se dissoudre, puis elles traversent tranquillement la double couche. On parle ici de tout ce qui est acide gras, lipides, des vitamines comme A, D, E et K. Ce sont des vitamines qui n'aiment pas l'eau, qui sont liposolubles. Donc, elles doivent se dissoudre, elles peuvent se dissoudre dans le fond à travers des substances grasses, donc hydrophobes. Il y a la particularité du CO2 et de l'O2. Elles peuvent facilement traverser la double couche de phosphoglycérolipides parce que ce ne sont pas des molécules polaires, donc pas chargées. C'est une bonne nouvelle. Le CO2 et l'O2 vont facilement donc passer la paroi de nos membranes, c'est-à-dire la membrane, la double couche. Les molécules hydrophiles qui aiment l'eau, qu'est-ce qui arrive avec ces molécules-là? Comme le centre de notre double couche est hydrophobe, c'est très difficile pour ces molécules-là de traverser librement. L'eau va un peu réussir, mais en très faible quantité. Et on parle des monos, les disaccharides, eux autres sont carrément trop volumineux. Donc, glucose, fructose, maltose vont avoir besoin d'aide. Et on va voir que l'aide va venir des protéines transmembranaires. Tout ce qui est chargé, Na+, K+, Cl-, tout ce qui est acides aminés, dès qu'ils sont chargés, vont avoir besoin d'aide aussi, donc vont avoir besoin de passer par des protéines pour pouvoir traverser. La perméabilité donc de notre bicouche, elle repose sur les propriétés de la double couche, le fait que nos PGL sont hydrophobes, les petites pattes sont hydrophobes, les têtes sont hydrophiles, et bien sûr sur toutes les belles protéines qu'on va trouver à travers notre membrane. On va avoir deux grandes catégories de transport, le transport passif et le transport actif. Alors la première catégorie de transport, on n'aura pas besoin d'utiliser d'énergie pour faire ce transport-là. Tandis que la deuxième catégorie va nécessiter l'utilisation de molécules d'ATP pour ce faire. Parlons du transport passif en premier. Alors, pas besoin d'utiliser d'ATP, de brûler d'ATP pour faire ce type de transport-là. Pourquoi? Parce que l'énergie qui alimente ce transport-là, c'est le gradient de concentration. Transport passif, il y en a trois grands types. On va les détailler. Tout d'abord, la diffusion simple, suivie de l'osmose, qui est le transport de l'eau spécifiquement, et ensuite diffusion facilitée. Diffusion simple. La diffusion simple que vous pouvez observer grâce à la figure 7.13 de votre livre. Diffusion simple, c'est la diffusion d'une molécule quelconque, d'un ion, à travers la bicouche,
C'est très simple. Ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser des protéines transmembranaires pour traverser. Pourquoi la petite molécule veut traverser? Parce qu'elle est plus concentrée d'un côté de la membrane et moins concentrée de l'autre. C'est ça le gradient de concentration. Comme illustré à la figure 7.13, vous voyez ici que les petites molécules de colorant sont beaucoup plus nombreuses d'un côté de la membrane que de l'autre. Si notre membrane elle est perméable, à ce moment-là, les petites molécules vont vouloir traverser librement. Un exemple de diffusion simple, ce serait avec le CO2 et l'oxygène. Alors, ces deux gaz-là, comme ils ne sont pas chargés, ne sont pas polaires, ils peuvent traverser librement, directement à travers les PGL, et ils vont le faire, les deux gaz, selon leur gradient de concentration. Alors, si par exemple, on prend ici ces petites molécules-là, on fait semblant que c'est du CO2, bien, le CO2, s'il est plus concentré à l'intérieur de ma cellule, il va vouloir équilibrer les concentrations et il va vouloir traverser de ce côté-ci jusqu'à atteindre un équilibre, donc autant à l'intérieur, autant de CO2 en dedans qu'à l'extérieur. Et bien sûr, chaque molécule fait sa diffusion selon sa propre concentration. Alors, c'était la diffusion simple. Bien sûr, le glucose ne peut pas faire ça parce qu'il est trop gros, il doit utiliser des protéines pour faire ça. Deuxième transport passif, l'osmose. Transport de l'eau et c'est passif, on n'a pas besoin d'utiliser d'énergie pour faire ça. Cette définition-là, elle est vraiment importante pour toujours se rappeler dans quelle direction l'eau va vouloir voyager vers l'intérieur ou vers l'extérieur de nos cellules. L'eau diffuse du milieu où la concentration en eau libre est la plus élevée vers la concentration vers le milieu où il y a moins d'eau libre. Ça nous amène à la figure 7.14. Qu'est-ce que l'eau libre? L'eau libre, si vous regardez ici, si on rapproche, on voit nos belles petites molécules d'eau et on voit dans cette eau-là des solutés. Par exemple, ça pourrait être du glucose. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Et on sait que les molécules d'eau vont s'associer à certains solutés qui flottent dans l'eau. Alors, d'un côté de la membrane, j'ai beaucoup plus de glucose que de l'autre côté. Ce qui veut dire que de ce côté-ci, j'ai plus de molécules d'eau libres qui ne sont pas attachées à des solutés. Ça aurait pu être du Na+, du Cl-, du K+. Tandis que de ce côté-ci, j'ai vraiment moins d'eau libre parce que j'ai plus de glucose. Comme j'ai plus de solutés, bien, j'ai plus de molécules d'eau qui sont associées à ces glucoses-là. Mon eau va donc, par osmose, vouloir aller diluer, si on veut, l'autre côté de la membrane. Alors, je vais voir une diffusion nette de l'eau vers ce côté-ci de la membrane. Il faut bien sûr que la membrane soit imperméable aux solutés, sinon les solutés vont se déplacer eux aussi. Alors, vu de plus près, et l'osmose, c'est extrêmement important pour les organismes vivants que l'osmose qu'on soit équipé pour maintenir un bel équilibre hydrique dans nos cellules. Deux figures qui sont intéressantes. Cette figure-là, la première, qui est la figure 7.15 à la page 149. Celle-là, mettez des étoiles, elle est extrêmement importante et on va la voir, on va faire une imitation de cette figure-là lors de notre laboratoire sur l'osmose.
3 termes à retenir: solution hypotonique, solution isotonique et solution hypertonique. Une solution hypotonique, ça veut dire que j'ai moins de soluté à l'extérieur qu'il y en a à l'intérieur de ma cellule. Ça veut donc dire que j'ai plus d'eau libre à l'extérieur de ma cellule et j'ai moins d'eau libre à l'intérieur parce que puisqu'à l'intérieur, j'ai plusieurs petites solutés, ben l'eau, plein de molécules d'eau sont occupées avec ces solutés-là. Et par principe d'osmose, on s'attend donc à ce que l'eau libre, qui est en plus grande concentration à l'extérieur, veuille pénétrer à l'intérieur de cette cellule animale, illustrée par ce globule rouge-là. Il y a un terme important. Lorsque ma cellule éclate parce que l'eau entre, je vais dire que ma cellule, elle est lysée. Une solution isotonique, ça veut dire qu'il y a autant de soluté à l'extérieur de ma cellule qu'à l'intérieur. Je devrais donc avoir autant d'eau libre à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui veut dire que l'eau va entrer et sortir au même rythme. Je vais donc avoir une cellule normale. Dans notre sang, on espère bien que notre sang est une solution isotonique. Une solution hypertonique, beaucoup de soluté à l'extérieur, beaucoup plus qu'à l'intérieur. Je vais donc avoir plus d'eau libre en dedans que dehors. L'eau libre à l'intérieur de mon globule va vouloir traverser et aller diluer, si on veut, l'extérieur. Je vais donc obtenir une cellule crénelée qui va ratatiner parce qu'elle se vide de son eau. Ma cellule sera plus fonctionnelle, autant ici qu'ici. Là où il y a une petite nuance à faire, c'est entre les cellules animales et végétales, parce que les cellules végétales ont un petit quelque chose de plus que nous, on n'a pas. Par-dessus leur membrane plasmique, elles ont une paroi cellulaire faite de cellulose, donc une paroi rigide, ce qui va changer un peu le comportement des cellules face à l'entrée ou à la sortie d'eau. L'aspect normal, si on veut, d'une plante, c'est lorsque ces cellules sont turgescentes. C'est-à-dire lorsque elles sont dans une solution hypotonique. Donc, il faudrait qu'il y ait un petit peu moins de soluté à l'extérieur qu'à l'intérieur pour que l'eau libre veuille rentrer, faire gonfler un peu la cellule qui va accoter contre la paroi cellulaire. Alors, dans ce temps-là, c'est comme si les feuilles des plantes, là, ils se tiennent, sont rigides. L'aspect de la plante est plus esthétique. Et si la plante est dans une solution isotonique, bien, ces cellules deviennent flasques parce qu'il y a moins de pression sur la paroi cellulaire, les feuilles semblent un peu plus flétries et bien sûr, ça va être encore pire si la plante est dans une solution hypertonique, ces cellules vont vraiment se déshydrater, l'eau va sortir pour aller diluer l'extérieur, on va avoir encore ici une cellule plasmolysée. Je vous demande de retenir ces termes différents-là, que ce soit pour le végétal ou pour le animal. Et bien sûr, ça en haut, là, c'est super important. Ça s'applique dans la vie de tous les jours et ça s'applique beaucoup dans les centres hospitaliers quand on reçoit des traitements. On a juste à penser quand on reçoit un soluté qui est censé nous réhydrater. Bien, toute la composition de ce soluté-là, les principes reposent sur l'osmose, ce qu'on peut visualiser ici. Et pour tous les organismes vivants, ça représente vraiment un défi, le mouvement de l'eau à travers les membranes. Voici un petit organisme unicellulaire qu'on appelle une paramécie qui vit dans l'eau, mais qui vit dans l'eau douce. Elle vit dans l'eau douce. Alors, imaginez qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a beaucoup de soluté,
si on compare avec l'eau douce autour d'elle. Alors, l'eau a toujours une tendance à entrer par osmose et la paramécie, pour ne pas gonfler et éclater, bien, elle a une petite pochette qu'on appelle une vacuole qui s'occupe d'emmagasiner l'eau et qui, une fois de temps en temps, va se contracter, si on veut, pour expulser l'eau qui est entrée. Il faut voir, c'est-à-dire qu'il faut imaginer les poissons qui vivent en eau douce versus des poissons qui vivent en eau salée ne sont pas confrontés au même problème de mouvement d'eau. Mais tous les organismes sont équipés pour survivre à ces mouvements d'eau-là. Comme je vous dis, dans la vie de tous les jours, il y a plein d'exemples qui utilisent l'osmose. Je ne sais pas si vous connaissez bien Hydrasense ou Sinus Rinse. C'est de l'eau salée qu'on envoie dans les voies nasales pour nettoyer quand on est congestionné ou pour soulager le rhume ou des allergies. Alors, on ne s'envoie jamais de l'eau douce dans le nez. Jamais. Pourquoi? On s'envoie toujours une solution isotonique. C'est pour ça qu'il y a des petites pochettes de sel qu'on dilue. Ce qu'on veut, c'est envoyer de l'eau qui a la même concentration de soluté que nos cellules. Parce que sinon, soit qu'on déshydrate nos cellules ou qu'on les hydrate trop. Alors, c'est pour ça que c'est toujours des solutions salées qui vont servir à nettoyer les voies nasales. Et on utilise ça beaucoup en alimentation parce que, pourquoi à l'origine, on s'est mis à sucrer énormément les fruits pour faire de la confiture, comme illustré ici? C'est un processus de conservation. Les bactéries qui ont des membranes cellulaires comme les nôtres, ou presque, bien, eux aussi, ils peuvent se déshydrater ou trop s'hydrater et éclater. Alors, c'est pour ça qu'on sucrait autant les confitures. La petite bactérie qui tombe à l'intérieur, le milieu est tellement sucré que l'eau sort de la bactérie meurt et ne peut pas détériorer notre aliment, comme dans ce cas-ci, les confitures. Ça marchait aussi avec la viande salée. On pouvait garder de la viande salée à température pièce. Jacques Cartier a amené des gros barils de morue salée et la morue pouvait se conserver très longtemps parce que justement tellement salée qu'aucun micro-organisme ne pouvait survivre sur cet aliment très salé. Alors c'est donc très important à l'hôpital, tout ce qui est soluté, comme je vous dis, quand on veut réhydrater un patient ou quand un patient fait de l'édème, donc a trop d'eau à l'intérieur de son corps, bien, on va utiliser différents solutés pour traiter les patients. Avec ces deux figures-là, pouvez-vous deviner si notre corps ne possédait pas une peau semi-imperméable? Alors, le petit bonhomme ici, est-il dans la mer ou dans l'eau douce versus ce petit bonhomme? Je vous laisse y réfléchir. Alors, lui semble se déshydrater, ce qui veut donc dire que l'eau veut quitter son corps parce qu'il y a moins d'eau libre. On pense donc que c'est de l'eau salée, que c'est la mer. Contrairement à ce petit bonhomme, l'eau semble pénétrer à l'intérieur de son corps, ce qui voudrait dire qu'il se baigne dans un lac. Alors, les cellules de l'organisme contiennent plus de soluté que l'eau extérieure et l'eau veut donc aller diluer l'intérieur des cellules. Pourquoi ça ne fait pas ça quand on va se baigner dans la mer ou quand on va se baigner dans un lac? Parce que la couche supérieure de notre épiderme, de notre peau, est faite de kératine, qui est un imperméabilisant, une protéine qui rend nos cellules imperméables un peu à l'eau. Il y a quand même un peu d'osmose qui se fait. Le meilleur exemple, c'est quand on prend son bain et que ça fait bien longtemps qu'on est dans le bain ou dans la piscine.
Si vous avez remarqué, on n'aime pas ça, nos pieds ratatinent, nos mains ratatinent. C'est comme un mythe parce qu'en fait, ça ne ratatine pas, c'est le contraire. C'est que nos extrémités gonflent. L'eau pénètre vraiment à l'intérieur de nos cellules et fait gonfler, c'est que les petits plis de nos doigts puis de nos orteils, dans le fond, ils deviennent plus visibles parce qu'ils sont gonflés d'eau. Alors, il y a une légère osmose qu'on voit à l'œuvre dans ce temps-là. Ça, je vais vous présenter ça en classe. Et je termine la deuxième capsule sur ça. Nous allons voir la diffusion facilitée la prochaine fois.